Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, France, Algérie, les mémoires blessées. On en parle avec notre invité, l'historien Benjamin Stora, chargé à l'été 2020 par Emmanuel Macron de rédiger un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, remis en janvier dernier à l'Élysée, présenté depuis devant les députés. Une enquête et des recommandations pour favoriser, dit-il, la circulation mémorielle. Une enquête et des recommandations réunies aujourd'hui dans un livre, France-Algérie, les passions douloureuses, qui paraît chez Albin Michel, où l'auteur historien plaide une fois encore pour une lecture de toute l'histoire, pour refuser la mémoire, dit-il, hémiplégique. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. À nos côtés est resté le cinéaste Lucas Belvaux, invité de la première partie de La Grande Table, à l'occasion de la sortie de son film Des Hommes, adapté du roman de Laurent Mauvigné, un film sur la mémoire, un film sur les souvenirs, sur les cicatrices, à travers la voix de deux appelés durant la guerre d'Algérie. Lucas Belvaux, merci d'être resté avec nous. Et rebonjour. Sorti en 91, Benjamin Stora, à l'occasion des 30 ans de l'indépendance algérienne, votre livre La gangrène et l'oubli racontait déjà comment la guerre d'Algérie perdurait dans les têtes et dans les cœurs. Il écrivait, vous écriviez sur cette guerre, aussi sur cette histoire, ce traumatisme collectif, que c'était une guerre sans nom. Et Lucas Belvaux, vous citez dans la première partie de l'émission, une guerre sans nom pour les Français et pour les Algériens, une révolution sans visage. 30 ans après, où en est-on, Benjamin Stora ? Bien, écoutez, vous savez, d'abord ça me touche de commencer par La gangrène et l'oubli, qui a été un livre que j'ai publié il y a 30 ans déjà. Lorsque j'ai rédigé La gangrène et l'oubli, on était dans une période d'occultation, en fait, en France. C'est-à-dire le fait que cette histoire, qu'on appelait encore les événements d'Algérie, à l'époque on n'avait pas reconnu l'existence de la guerre d'Algérie, ça n'a été le cas qu'en 1999 à l'Assemblée nationale, donc après. Je m'étais évertué à expliquer en quoi et pourquoi cette occultation s'était installée dans la société française. Pourquoi il fallait ne pas regarder en face cette histoire qui était extrêmement douloureuse. Et malgré la somme de films, de livres, de travaux, de romans produits, il y avait toujours cette sensation de manque, d'absence, et qu'on pouvait, disons, voir à travers peut-être cette sorte de blessure narcissique du nationalisme français dans la perte de l'Algérie française qui était considérée un peu comme le joyau de l'Empire. Et donc il fallait oublier pour vivre, pour exister, pour reconstruire. Et il est évident, on en reparlera peut-être, le général de Gaulle a joué un très grand rôle, bien sûr, dans cette fabrication d'oubli, comme il l'avait fait d'ailleurs après 1945. 30 ans plus tard, eh bien, c'est pas tout à fait la même situation, bien sûr, car nous sommes sortis de l'oubli. Et nous sommes sortis, et de quelle manière ? Parce que nous sommes sortis de l'oubli dans une sorte de confrontation des mémoires. J'ai même utilisé à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, l'expression de guerre des mémoires. C'est-à-dire que cette sortie d'oubli, elle s'est faite dans le désordre, dans la confusion, dans le repli identitaire, dans le fait que tous les groupes porteurs de cette mémoire, qui sont très importants, bon, on les connaît, les grands groupes, Lucas Belvaux qui est ici a consacré un très beau film au plus grand groupe porteur de la mémoire algérienne, c'est-à-dire les appelés. C'est le plus grand groupe, celui dont on parle le moins d'ailleurs, paradoxalement. 1,5 million de jeunes soldats français nés entre 1932 et 1943. Mais il y en a d'autres, bien sûr, on le sait, les Européens d'Algérie, c'est-à-dire les Pieds Noirs, bien sûr les immigrés algériens en France, bien sûr les Harkis, etc., etc. Bref, chacun de ces groupes, en fait, a voulu que l'on reconnaisse sa vérité de manière exclusive. C'est-à-dire le fait qu'ils avaient été les seuls, pratiquement, à souffrir de cette guerre, de cette tragédie, de cette histoire et du colonialisme, sans essayer de comprendre la souffrance des autres. C'est un danger. Vous y voyez un risque ou un danger, Benjamin Stora, dans cette communautarisation des mémoires ? C'est pas évident à éviter, à contourner, mais il faut quand même tenter d'y parvenir. Vous dites que c'est un exercice difficile que d'écrire sur la colonisation et la guerre d'Algérie, car longtemps après avoir été figé dans les eaux glacées de l'oubli, on revient à la gangrène et l'oubli, cette guerre est venue s'échouer, s'engluer dans le piège fermé des mémoires individuelles, écrivez-vous là dans
l'introduction de ce livre-ci, au risque ensuite d'une communautarisation des mémoires. Et vous avez raison, hein, par sa polyphonie, le film de Lucas Bellevaux montre bien cette idée d'archipel des mémoires, de points de vue qui sont rapportés là à travers différents personnages. Quel est le danger ? Le danger, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les passerelles, qu'on n'arrive pas à trouver les ponts, qu'on n'arrive pas à faire en sorte que les gens s'écoutent les uns les autres, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas simplement, c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas simplement la séparation entre les grands groupes, que je viens de citer rapidement, mais les fractures, elles existent à l'intérieur de chacun de ces groupes. C'est-à-dire à l'intérieur du groupe des appelés, qui ont le sentiment, pour certains, d'avoir pas fait la même guerre que ceux qui sont partis en 56 et ceux qui sont partis en 61, qui n'ont pas la même sensation d'avoir connu la même intensité dans le combat pour ceux qui étaient dans le désert, par exemple, et puis ceux qui étaient dans l'Est constantinois, à la ligne Maurice. Ils n'ont pas du tout le sentiment d'avoir connu la même histoire. Parce que cette rupture, ces fractures, elles existent, bien sûr, à l'intérieur des Européens d'Algérie, entre ceux qui massivement ont choisi de partir, on le sait, à l'été 62 notamment, mais ceux aussi qui sont restés en Algérie. Et donc, qui ont eu la volonté, le désir, peut-être, de construire une autre histoire, de construire une Algérie nouvelle. Donc, il y a des fractures à l'intérieur de chacun de ces groupes. Et toutes ces fractures additionnées, et ne parlons pas, bien sûr, de la fracture, j'allais dire, centrale, entre Français et Algériens, dans leur perception de l'histoire coloniale, qui n'est pas du tout la même, bien entendu. Bien à l'intérieur de toutes ces fractures, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est qu'on s'est réfugié dans, j'allais presque dire, cette sorte de périmètre de douleur individuelle. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'existait pas de rassemblement collectif, d'un projet commun, d'une histoire qui aurait pu permettre de raconter tout cela, eh bien, ce qui a dominé, en fait, fondamentalement, c'est la blessure individuelle, c'est-à-dire le fait d'être un incompris. Ce qui a dominé fondamentalement, c'est la solitude. La solitude des porteurs de mémoire. Comme on le voit dans le film, la solitude de Gérard Depardieu, sa profonde solitude. La solitude des femmes aussi. Parce qu'il y a énormément de livres qui ont été rédigés par des femmes qui ont connu la guerre d'Algérie, mais aussi dont les pères ont fait la guerre d'Algérie. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la sortie aujourd'hui d'un certain nombre de romans rédigés par des femmes. Il y en a un qui a été écrit par une dame qui s'appelle Lacroix, qui s'appelle Marraine du Djebel, qui est un très très beau livre paru aux éditions Bichalon cette année, et qui raconte en fait l'histoire de son père, un appelé en Algérie, qui écrit des lettres d'amour à cette femme qui est restée en France. C'est un très beau livre. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il y a aussi la solitude à l'intérieur même des groupes porteurs de mémoire, et donc la sensation de l'abandon. C'est-à-dire la sensation de ne pas être écouté, surtout de ne pas être compris. Moi, j'ai toujours été frappé dans le travail que j'ai fait depuis maintenant 40 ans sur cette histoire, qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, un porteur de cette histoire, les Européens, les Juifs d'Algérie, bien sûr, j'ai beaucoup écrit sur les Juifs d'Algérie, ils me disaient tous à chaque fois la même chose. Personne ne nous écoute et il n'existe rien sur nous. Il n'existe pas de livre sur nous. Alors j'avais beau leur dire, mais attendez, il y a des centaines d'ouvrages. Il y a beaucoup de films qui existent. Eh bien non, ils avaient le sentiment pour chacun des groupes qu'ils avaient été voir le film qui les concernait eux et eux seuls. Le coup de Sirocco pour les pieds noirs, bien sûr. L'honneur d'un capitaine pour les officiers, bien entendu. Avoir 20 ans dans les Aurès pour les appeler, bien sûr, etc. etc. Et il y avait ce sentiment, disons, que dans le fond, ils étaient rejetés ou abandonnés par l'histoire. C'est toute la difficulté, précisément, à travers le travail de fiction, à travers le travail historique, et surtout, on y reviendra, à travers le travail politique, d'accomplir des gestes à caractère symbolique qui permettent d'unifier. Lucas Bellevaux. Oui, je pense que vous parliez du danger, justement, de ces mémoires, cette mémoire fragmentée, où c'est l'instrumentalisation. Parce qu'à partir du moment où on se sent seul et incompris, c'est facile d'attiser justement cette douleur pour l'instrumentaliser politiquement. Ce qu'on voit des deux côtés. Mais par exemple, en faisant le film, vous aviez le sentiment de marcher sur des œufs, encore aujourd'hui, 60 ans après. Vous avez été extrêmement prudent sur certaines paroles, certains faits que vous avez rapportés dans le film. Moi, j'étais prudent parce que je ne voulais blesser personne.
Je trouve qu'il y a suffisamment de souffrance pour pas blesser et choquer. Mais je sais que Laurent, par exemple, donc il y a 10 ans, il n'y a pas si longtemps, Laurent il a eu Mauvignier, des... l'auteur du roman. Laurent Mauvignier, oui, excusez-moi. Et il a eu des menaces de mort quand même à l'époque, pour des gens qui n'avaient pas lu le livre. C'est ce qui est assez frappant, c'est de recevoir des menaces de mort de gens qui n'ont pas vu le livre, uniquement parce qu'ils savent qu'on parle de leur communauté et qui supposent qu'on en dit du mal parce que, ce que disait Benjamin Stora à l'instant, parce que personne ne connaît ce qui s'écrit finalement, on ne veut connaître que ce qui a été écrit sur ce qu'on pense, quoi. C'est très étrange. Et on ne veut blesser personne. C'est comme ça qu'on en arrive au silence, hein, à ne pas mettre des mots, à ne pas créer de récit et ne pas chercher à créer aussi un récit partagé, un récit commun, Benjamin Stora. Ceux qui ont forcé le blocus précisément de cette mémoire fragmentée, ce sont les romanciers. Ils ont essayé, et puis ensuite, bien sûr, les cinéastes. Notamment, je dis les romanciers. Et les historiens. Les historiens, oui, bien sûr. Mais c'est tellement évident. Mais les romanciers, parce qu'ils ont anticipé quelque part sur un certain nombre de situations historiques. Je pense aux grands romans, bien sûr, d'Albert Camus. Bon, Le Premier Homme, ça c'est un livre magnifique, mais qui anticipe très bien sur la solitude et le désarroi de sa propre communauté. Mais il y a aussi, bien sûr, les livres de Jules Roy. Mais plus récemment, dans la littérature algérienne, je pense aux grands livres de Kateb Yassine, de Mouloud Mamri, de Rachid Mimouni, qui est un très grand écrivain algérien qui est décédé, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le fleuve détourné, ou Tombeza, ou L'honneur de la tribu. Ce sont des grands livres parce qu'ils disent tout, eux. Ils disent les choses, ils mettent des mots sur les choses. Ils n'ont pas peur, quelque part, d'écrire, peut-être parce que par l'écrit, on peut mieux s'exprimer, quelque part. C'est moins difficile. Mais tous ces romanciers, dans le fond, ils ont ouvert la voie aux historiens. Ils ont frayé le chemin avec beaucoup de courage et d'audace, beaucoup d'audace, que les historiens, quelquefois, n'osent pas emprunter sous prétexte qu'ils n'ont pas accès aux archives, par exemple. On dit, on n'a pas les archives, donc on ne peut pas savoir. Mais vous savez, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question des archives. Quand j'ai commencé à travailler il y a 40 ans, dans les années 70, il n'y avait pas d'archives. Il a bien fallu écrire. Et lorsque j'ai fait mes dictionnaires biographiques de militants algériens, de Ferhat Abbas, de Messali, de De Gaulle, de Mitterrand, eh bien, j'avais beaucoup de gens qui avaient parlé, beaucoup de témoins, beaucoup d'acteurs, qui n'avaient qu'une seule chose en tête, c'était de transmettre, de parler et de dire, fondamentalement. Donc il y a par conséquent aussi peut-être une très grande frilosité d'un certain nombre de personnes qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler l'académisme ou l'élite politique et qui n'ont pas suffisamment pris de risques, n'ont pas suffisamment été audacieux pour avancer au diapason de leur société. Il a été question à sa mort, récemment, peu après sa mort, de panthéoniser l'avocate Gisèle Halimi. Le mot n'est pas facile à dire, de la faire entrer au Panthéon. Grande avocate Gisèle Halimi. Mais ça a provoqué, là encore, une levée de bouclier, voire un réveil des sensibilités. On écoute Gisèle Halimi. Moi, mon poste, c'était le tribunal militaire en Algérie. Je m'y suis battue au détriment de ma liberté physique, puisque j'ai même été arrêtée pour cela. En Algérie, il y avait une colonisation. Il y a eu un peuple algérien qui était opprimé, exploité, et surtout à qui on enlevait, on refusait la dignité d'exister en tant que peuple. Vous voyez, moi j'étais très sensible, je ne sais pas si je citais Malraux, mais j'ai dû le faire sans le vouloir, en plaidant pour un Algérien qui parlait pas le français, et même pas l'arabe, d'ailleurs il parlait un espèce de patois des montagnes, et il disait, on lui dit, mais pourquoi tu fais la guerre d'Algérie? Je ne savais pas très bien. Mais pourquoi l'indépendance? Il ne connaissait pas très bien ces mots-là. Il dit, avant je vivais, j'étais comme un ouvrier au père. Puis on est venu me dire, on m'a dit, les frères m'ont dit, prends un fusil et va à la montagne. Pourquoi faire pour l'indépendance? Mais seulement, a-t-il dit, j'ai pris un fusil et en gravissant cette montagne, je suis devenu un homme. Gisèle Halimi en 1974. Et pourquoi cette levée de bouclier, ces réactions face à cette éventualité d'une panthéonisation de Gisèle Halimi à cause de son passé militant durant la guerre d'Algérie, Benjamin Stora? Est-ce qu'elle est victime aujourd'hui de ce que vous appelez cette guerre des mémoires à son tour? Forcément, puisque ses prises de position étaient extrêmement tranchées à Gisèle Halimi. Il ne faut pas oublier
qu'elle a défendu une femme algérienne qui s'appelle Djamila Boupacha avec Simone de Beauvoir, et qui est un livre d'ailleurs, qui est paru aux éditions Gallimard, je crois en 1960. Elles étaient déjà extrêmement attaquées à cette époque-là, avec Jean-Paul Sartre, Claude Lanzmann, François Maspero, etc. C'était déjà des gens qui étaient... À l'époque, je parle des débats de cette époque des années 50, ils étaient déjà considérés comme des traîtres à la nation française. C'est-à-dire qu'il fallait... ça, on ne le sait pas, mais ça, je vous le dis carrément. Les universitaires de cette époque, dans les années 50, étaient majoritairement pour l'Algérie française. Il y a un manifeste des intellectuels français en faveur de l'Algérie française qui a récolté des centaines et des centaines de signatures. Ça, on l'a oublié. On a retenu que les gens, dans le fond, qui s'étaient opposés à la guerre d'Algérie. Mais en oubliant précisément la masse de ceux qui étaient des partisans de l'Algérie française. Il n'y avait pas que Soustelle, il y en avait beaucoup d'autres à la Sorbonne. Donc tout ça pour dire que l'histoire est ainsi faite, c'est-à-dire qu'on la reconstruit, on la transforme, bien sûr on la réécrit en estimant dans le fond que la décolonisation était quelque chose d'absolument évident. On considère aujourd'hui, qui va aujourd'hui en 2021 considérer que la colonisation était un beau système, que la France y a mené une politique civilisatrice ou que l'esclavage était tout à fait intéressant? Plus personne. Plus personne va s'amuser à dire ça aujourd'hui. On le dit quand même, mais avec des mots différents. On l'exprime de manière différente. Et c'est cette manière différente qui fait qu'on combat contre l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Si la mémoire divise, l'histoire peut rassembler, dit Pierre Nora, Benjamin Stora. Est-ce que c'est ça l'enjeu aussi de ce rapport raconté, rassemblé aujourd'hui dans ce livre? Est-ce que c'est de réconcilier les mémoires, de trouver un terrain d'entente entre toutes ces mémoires? Vous savez, ce rapport, moi je l'ai construit comme une sorte de compromis. Ce n'est pas un texte définitif qui est soit une mise en accusation radicale de ce qu'a été le système colonial, soit au contraire d'acceptation des massacres commis par la France pendant cette histoire. J'ai essayé de faire un texte où on puisse se retrouver, où on puisse identifier des personnages emblématiques comme l'émir Abdelkader ou la reconnaissance de l'assassinat de Ali Boumengel, ou l'entrée bien sûr de Gisèle Halimi au Panthéon, avancer sur des mesures concrètes, avancer sur des mesures pratiques. Par exemple, le fait qu'on puisse accéder aux archives des deux côtés de la Méditerranée, le fait qu'on puisse ensemble écrire un guide des disparus. C'est des choses qui ne sont pas des proclamations abstraites, idéologiques, théoriques, mais des moments, des lieux, des situations, des personnages où on puisse s'identifier et se rassembler. Voilà, c'était ça l'objectif de ce rapport. Mais force est de constater, 60 ans après, qu'il y a encore des refus, qu'il y a encore beaucoup de refus, y compris dans le caractère minimal de ces propositions. Car ce n'est pas du tout des propositions à caractère révolutionnaire que j'ai voulu écrire. On m'a accusé aussi, via la gauche radicale, de ne pas avoir suffisamment expliqué, dénoncé, organisé un système de diatribes violents, etc. Mais moi, mon objectif, c'était d'essayer de trouver des voies et des moyens, des passerelles de réconciliation, et pas de rester dans la situation paresseuse de la dénonciation idéologique. Parce que dans la dénonciation idéologique, forcément, on garde les mains toujours pures, mais on n'avance pas. La question, c'est d'avancer. La question, c'est de faire en sorte qu'on puisse retrouver les disparus, qu'on puisse avoir accès, disons, au cimetière où sont enterrées beaucoup de familles européennes, qu'on puisse effectivement identifier les lieux où ont été faites les expériences nucléaires au Sahara et qui ont touché beaucoup de personnes. Ce sont des questions incroyables, 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, on s'attendait à ce que je sorte un brûlot anticolonialiste d'un côté, ou au contraire, une sorte de livre vantant les mérites de la colonisation. Mais non, 60 ans après, moi j'ai simplement identifié les dossiers qui restaient encore à traiter, ce qui est extraordinaire. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, les archives, les disparus, les essais nucléaires, les cimetières, vous vous rendez compte que tout ça n'est pas encore réglé. C'est ça qui est extraordinaire. Et en s'abritant derrière des grandes disputes idéologiques, eh bien, dans le fond, on n'avance pas concrètement. Qu'est-ce qu'elles disent, ces disputes idéologiques, comme vous dites? Ce sont des disputes... De l'état du débat ou de la mémoire, Oui, bien sûr, ça signifie que la mémoire continue de saigner. C'est-à-dire qu'il y a, par conséquent, des gens qui se complaisent et qui vivent de cette guerre des mémoires. Il y a des rentiers de la mémoire. Des gens qui, précisément, ne peuvent exister que dans la mesure où il y a séparation et guerre. Le conflit les fait vivre, mais pas simplement en France, de l'autre côté de la Méditerranée aussi, en Algérie. Le conflit les fait vivre.
La guerre permet de légitimer un pouvoir politique, bien entendu. Et en France, nous avons aussi des grands rentiers de la mémoire, de ceux qui ne veulent absolument pas avancer vers des pacifications de mémoire, parce que précisément, ils perdraient des clientèles électorales massives. Et bon, de l'autre côté de la Méditerranée, comme ici, eh bien, il y a cette forme d'entretien mémoriel en effervescence. Alors parmi ceux ou celles qui peuvent réparer ces mémoires qui saignent, il y a la parole du politique. On a parlé du rôle des historiens, de celui des témoins, des cinéastes et un peu des romanciers. Qu'en est-il de la parole présidentielle? Quel rôle les présidents de la République français ont eu dans la construction de ce récit mémoriel? On y retourne en son, si vous le voulez bien, avec Jean Bulot aux archives et Thomas Beau à la mise en onde. Il est nécessaire maintenant de définir un nouveau cadre pour les relations entre l'Algérie et la France. Un voyage du président de la République française en Algérie ne peut pas être un voyage comme les autres. Vous connaissez, comme je la connais, notre histoire. Je pense en cet instant à tous ceux de part et d'autre qu'elle a réunis et qu'elle a déchirés. Et je leur dis, le passé est le passé. Regardons maintenant l'avenir. Aujourd'hui, je veux rendre l'hommage de la nation aux soldats morts pour la France en Afrique du Nord il y a presque un demi-siècle. Après ces déchirements terribles au terme desquels les pays d'Afrique du Nord se sont séparés de la France, notre République doit assumer pleinement son devoir de mémoire. Les Algériens ont beaucoup souffert, beaucoup. Je respecte cette souffrance. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance de l'autre côté. Il faut la respecter. Je ne mets pas l'un sur un piédestal et l'autre en dessous. Je les regarde toutes les deux et je dis c'est l'histoire, c'est le passé. Maintenant construisons l'avenir. Je ne viens ici ni pour blesser ni pour m'excuser. Je ne veux pas blesser des amis. Je respecte l'Algérie pour ce qu'elle est, son histoire. Je souhaite simplement que la France soit considérée de la même façon. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. C'est la colonisation. Nous avons ce devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture. Valéry Giscard d'Estaing, 1978, Mitterrand à Alger, 1981, Jacques Chirac, 2002, Sarkozy, Nicolas Sarkozy à Alger en 2007 et enfin François Hollande en 2012. En 34 ans, Benjamin Stora, on entend l'évolution des discours, la prudence des mots et en même temps les ruptures qui peuvent être constituées par certaines présidences. Oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner, il y a une évolution. De Giscard à Hollande et bien sûr à Emmanuel Macron, on y reviendra. On y revient. Mais bien sûr, quand on regarde, disons, quand on fait l'inventaire, y compris de ses discours, sur le temps, dans la durée, eh bien on voit d'abord qu'il y a cette volonté de dire « nous ne parlerons pas du passé ». C'est-à-dire qu'on n'affronte pas le passé, on ne le regarde pas en face. Il faut avancer vers l'avenir en oubliant le passé. C'est impossible, bien entendu. Et donc il y a une évolution qui se fait. C'est-à-dire que Jacques Chirac, le premier d'ailleurs, on l'entend dans ce discours, où il dit « nous avons un devoir de mémoire ». Ce que ne disent pas Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Ils ne le disent pas. Lui, il le dit. Il dit et donc, il y a une ouverture là qui se fait, qui s'opère, mais avec Nicolas Sarkozy, il y a un autre élément, un deuxième grand élément, à mon sens, dans ces discours, c'est le fait de renvoyer dos à dos les protagonistes de cette histoire. C'est-à-dire les souffrances sont identiques de part et d'autre. Oui et non. Oui, bien sûr, une souffrance reste une souffrance. Quand on regarde et quand on reste dans le registre, bien sûr, des souffrances humaines. Mais il y a une origine différente des souffrances. Et la question, celle de la colonisation, bien sûr, doit être mise à l'ordre du jour. Ce que fera François Hollande dans son discours à Alger de décembre 2012. C'est-à-dire qu'il va plus loin en disant il y a effectivement un système qui est à l'origine des souffrances, c'est la colonisation, et il la condamne. Mais sans aller, pour autant, identifier les leviers possibles d'identification de cette souffrance en termes de personnages. Ce que fera Emmanuel Macron lorsqu'il arrivera au pouvoir et qu'il va décider que Maurice Audin a été assassiné. Et ça, c'est une grande première. C'est une grande première parce que jusqu'à présent, on était cantonné dans le registre des discours abstraits, soit ceux
qui ne prévoyaient pas d'affronter le passé, soit ceux qui renvoyaient dos à dos l'ensemble des personnages, soit ceux précisément qui caractérisaient, mais sans prendre de mesures pratiques. Ce que dira Macron, c'est il y a des personnes dont on citera le nom. Vous savez, la guerre d'Algérie, c'est toujours des histoires de noms qu'il faut citer, dont on va citer le nom du côté, disons, des Français. C'est un militant communiste, Maurice Audin. Et lorsque j'aurai remis ce rapport en mars, il citera le nom de Ali Boumengel, qui était un grand dirigeant nationaliste algérien, qui a été assassiné. Et d'ailleurs, cet assassinat avait déjà été revendiqué il y a plus de 20 ans par Paulo Sarès. Plus de 20 ans. Et là, il va nommer les choses. Et c'est ça qui est la grande différence, c'est la nomination. Donc il y a effectivement, dans ces énoncés de discours présidentiels, une progression indéniable, dans la connaissance, puis la reconnaissance de ce qu'a été la réalité du système colonial. Mais ce qui est absent quand même dans ces tout petits extraits de discours, c'est le fait que chacun de ces chefs d'État ont toujours insisté sur un aspect. C'est la question du partenariat économique entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire l'intérêt stratégique de la France sur la question économique en direction d'un grand pays qui s'appelle l'Algérie. Et ça, c'est une constante aussi de tous les discours des chefs d'État. Alors Emmanuel Macron, Luc Abelvau, comme vous l'évoquiez dans la première partie de la grande table autour de votre film Des hommes, et lui aussi de la génération d'après. Il est né après l'indépendance et porte peut-être aussi à ce titre un regard ou des mots qui peuvent être différents, en tout cas une sensibilité qui est différente par rapport aussi à ce passé, à cette histoire. Il y a des mots qui vous ont marqué dans ce que vous avez entendu là ? Vous, l'homme d'image ? Oui, mais ça rejoint ce que disait Benjamin. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. À quel point les phrases sont ciselées pour quelque part donner des gages, accompagner un mouvement sans aller trop loin. Et à chaque fois, il faut une génération de plus, etc. Mais c'est quand même intéressant. L'idée que c'est Jacques Chirac qui, tout à coup, va quelque part débloquer la réflexion, la mémoire, le mouvement, mais parce que c'est le seul de tous qui y est allé. Ça a été un appelé en Algérie, et donc il avait forcément quelque chose d'intime, une relation intime avec cette histoire-là, et qu'il n'a pas vu il n'a pas vu cette histoire-là comme les autres. C'est une guerre sans mots et une guerre sans images surtout, et vous le racontez bien, Benjamin Stora, sur la guerre d'Algérie, contrairement à la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, Luc Abelvau, vous mettez certaines images sur cette guerre-là. Cette question des images qui reste un impensé pour vous, Benjamin Stora. Qu'est-ce que peut le cinéma ? Que peut la fiction ? Qu'est-ce qu'on peut créer ou recréer par l'image, Luc Abelvau, Benjamin Stora ? Avant de répondre à cette question, toutes petites observations par rapport à ce que disait Luc Abelvau à l'instant. C'est vrai que Jacques Chirac a fait la guerre d'Algérie, mais c'est vrai aussi que François Mitterrand et Giscard d'Estaing ont exercé le pouvoir pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est fondamental. Ce sont des hommes de pouvoir, d'État. Et donc, c'est très difficile pour eux d'assumer cette guerre en tant qu'homme d'État. Et Giscard d'Estaing était au gouvernement du général de Gaulle et François Mitterrand était garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur. Fermons cette petite parenthèse, mais c'est fondamental sur le fait de ne pas regarder en face l'histoire. Deuxième petite précision par rapport à Jacques Chirac, c'est qu'il a été le premier en France à ouvrir le couvercle de la mémoire avec le discours du Veldiv, avec la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité et avec son discours à Madagascar en 2006 sur les massacres qui ont été commis en 1948. Donc il y a une avancée qui a été faite aussi à ce niveau-là, qui était considérable, donc qui nous emmène bien sûr sur l'Algérie. Et en même temps, pour répondre à votre question sur les images, je dirais que la guerre d'Algérie, ça a été aussi un énorme moment, à la différence du Vietnam, qui était celui du son. C'est le transistor. C'est à travers la sonorité des grandes émissions de radio d'Europe 1 et de Radio Luxembourg, c'est-à-dire avec des grands journalistes comme Yves Courrière, bien sûr à l'époque Philippe Labro, je ne vais pas citer tous les grands journalistes français qui ont couvert la guerre d'Algérie, mais c'était la radio. Et alors que la guerre du Vietnam, c'est des images. Ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'images, mais ça voulait dire que les images de fiction et les images de documentaire étaient censurées, tout simplement. Il y avait une censure d'État extraordinaire pendant la guerre d'Algérie. Ça, on l'a oublié aujourd'hui. C'est la dernière grande période de l'histoire de France où les films de fiction qui traitaient de la guerre d'Algérie sont sortis après, dans l'après-coup.
Je ne vais pas citer ici le film de Rosier, Adieu Philippines, Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, etc. Tous ces films ont été censurés. Ce qui fait que quand la guerre se termine en 62, les films sortent. Mais c'est plus la guerre. Donc on tombe dans l'après-coup et les gens se détournent de cette période. Ils veulent oublier cette période. Ils ne veulent pas qu'on parle, qu'on se souvienne de cette période. Et donc les films de Alain Cavalier, d'Alain Resnais, je ne vais pas tous les citer, eh bien tous ces films-là tombent à plat, après-coup, en dehors, disons, du champ de représentation visuelle, indépendamment de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un défi. Un défi, bien sûr, qui est très important, parce que ce défi va commencer à être relevé, mais pratiquement que maintenant. Parce qu'il y a d'autres projets de films, il y a d'autres films qui existent, qui vont sortir, pas tout de suite. Je pense en particulier à un film très important qui va sortir prochainement, dans quelques mois, cette fois-ci consacré à Fernand Yveton, et qui a été réalisé par un très jeune réalisateur, avec Vincent Lacoste, et qui doit sortir dans quelques mois. Et ça, c'est très important, parce que la nouvelle génération qui s'empare d'un sujet... Donc il y a quelque chose qui se joue dans ce moment-là. Oui, même, qui se joue aussi, dans les hein. nouvelles générations. Dans les nouvelles générations françaises et algériennes, ou de ceux issus de l'immigration algérienne en France, et qui veulent rentrer dans les zones d'ombre de cette histoire. Voilà, vous m'appreniez que vous aviez fait un livre sur ce sujet, l'imaginaire des guerres, aussi à travers le cinéma paru à la découverte. On rejoint cela aussi, Lucas Bellevaux, l'importance du cinéma sur ce récit, à apaiser, peut-être à construire aujourd'hui, partager, se nourrir ces imaginaires-là. Hein. Oui, il faut aussi donner l'occasion d'en parler. Ouvrir une espèce de forum où on peut parler de façon apaisée. Je l'ai vu quand on a fait les avant-premières un peu partout en France avec le film, où les gens, les spectateurs, beaucoup viennent parce qu'ils ont été directement concernés par le sujet, et tout à coup, ils ont envie de parler après. Mais ils n'ont pas envie d'en parler de façon violente, agressive. Je me souviens d'un débat à Orléans, notamment, où il y avait la fille d'un ancien combattant du FLN et d'anciens combattants de l'armée française, et des Pieds Noirs. Et tout le monde pouvait discuter sans que ça s'insulte. Et c'était un moment très, très émouvant. Et il y a très souvent à la fin des débats aussi, ou à l'intérieur des débats, mais souvent après, des récits spontanés. Les gens viennent me voir et me disent, vous savez, votre film, c'est mon histoire. J'ai vécu ça, je l'ai vu. Et il y a quelque chose de très libérateur aussi, je pense, pour les gens, de pouvoir en parler. Et pour les enfants ou les petits-enfants, pratiquement à chaque débat, j'entends, vous savez, mon père, mon oncle, ils n'ont jamais parlé. Ils l'ont fait, ils n'ont jamais rien dit, ils en ont souffert. Et avec ce film, je comprends un peu pourquoi ils n'ont rien dit. Et maintenant, ils ne sont plus là pour en parler. Mais il y a une transmission qui se fait. Alors, elle se fait à travers le cinéma, en l'occurrence. Et je leur dis, allez lire tel livre ou de Benjamin ou de Raphaël Branche, parce que il y a des récits, vous retrouverez quelque chose, on peut savoir. Le film sortira en Algérie ? Ça m'étonnerait, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ou sous le manteau, peut-être. Merci Benjamin Stora d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette grande table autour des mémoires de la guerre d'Algérie. Merci Lucas Bellevaux. Votre film Des hommes sort en salle ce mercredi en France. Votre livre Benjamin Stora, France-Algérie, Les passions douloureuses, vient de paraître chez Albin Michel.